Nous nous retrouvons pour le deuxième module consacré aux grandes étapes de la vie d'adulte du patient atteint de mucoviscidose. Comment accompagner ces patients pour que, malgré la pathologie, ils aient la vie la plus proche de la norme possible. Alors, quand certains médecins comme moi ont commencé en mucoviscidose dans les années 90-95, comme vous voyez, il y avait très peu d'adultes. Et je ne vais pas dire qu'on était des pionniers, mais c'était pas loin et on avait beaucoup de choses à apprendre et on a dû apprendre beaucoup, c'est clair. Et puis vous voyez qu'en 30 ans, eh bien, le pourcentage d'adultes a été quasiment multiplié par 3 et que désormais, il y a plus d'adultes atteints de mucoviscidose que d'enfants, ce qui montre la qualité des soins prodigués par nos confrères pédiatres depuis que la pathologie est mieux connue et l'importance d'un suivi en CRCM. Avoir plus d'adultes dans une cohorte nationale, ça signifie que ces patients, tous, ont dû effectuer une transition CRCM pédiatrique, CRCM adulte. C'est désormais un passage obligatoire. Cela signifie pour un patient, en dehors des CRCM mixtes où une partie de l'équipe est souvent commune, changer de site, changer d'équipe médicale, paramédicale, changer souvent de mode de fonctionnement, changer de référent médical. Et parallèlement à cette modification de la prise en charge des soins, le patient souvent va avoir des changements dans son mode de vie personnel, départ du domicile familial, études supérieures ou début professionnel. C'est l'âge de 18 à 20 ans, puisque vous savez que très souvent le transfert adulte pédiatrique se fait plus souvent entre 18 et 20 ans qu'autour de 15 ans. Et c'est une période de responsabilisation, d'autonomisation dans de multiples domaines. Ça survient souvent, ce transfert, à une période difficile. 18 ans, on est encore un peu dans l'adolescence. Et puis il y a également, pour certaines patientes, ce qu'on va appeler le gap gender, c'est-à-dire la proportion spontanée de certains patients de sexe féminin à s'aggraver. Et puis c'est une période où, avec tous ces changements, on sait que l'adhérence aux soins sera imparfaite et souvent d'origine multifactorielle. Donc c'est une période à risque. Le patient quitte le domicile et c'est souvent associé à un changement de mode de vie, comme pour toute personne, tout enfant qui va quitter la maison. Il y a un changement d'alimentation, dans la quantité, dans la qualité, dans les horaires de prise. Il va y avoir automatiquement des modifications des heures de kinésithérapie, adaptées aux cours, en école, à la fac ou aux besoins professionnels. Il va y avoir une modification du rythme de vie. Ce rythme de vie, il est souvent calé sur les cours à la fac, sur la vie d'étudiant et ses festivités incontournables, et sur l'activité professionnelle. Et donc pour le patient, c'est une vie très riche, très intense le plus souvent, avec un alourdissement du quotidien qu'il va devoir autogérer. S'il est seul, toute une partie des soins, ne serait-ce que le renouvellement de l'ordonnance par exemple, aller faire les courses, ça va s'ajouter à sa vie étudiante. Et donc il y a un risque de dégradation qui est très net. Il faut qu'il trouve ses marques. Autre facteur de risque, entre guillemets, paradoxalement, les vacances, le voyage à l'étranger, que ce soit pour des vacances ou que ce soit pour une vie, un stage étudiant ou un séjour professionnel. Alors tout d'abord, les vacances, c'est souvent une période de rupture de soins. On pose les valises et on pose tout. Et on s'aperçoit que les traitements de fond sont souvent mieux pris dans la routine du quotidien que pendant les congés. Quand on part loin également, ou quand on part en vacances, pour éviter les complications, il faut anticiper. Anticiper, ça veut dire, si on a du matériel de nébulisation ou de la VNI, transférer le matériel et les traitements sur les lieux de vacances et les prestataires peuvent aider. Si on voyage à l'étranger, c'est réfléchir au pays à privilégier en fonction de son propre état respiratoire, mais également de l'offre de soins présente dans ce pays. Il vaut mieux voyager quand on est en état stable. Les vaccinations doivent être à jour, surtout actuellement. Il faudra penser à prévenir la déshydratation
Pendant le trajet, pendant le voyage, les longs voyages en avion, ça déshydrate. Chez un petit nombre de patients, il faudra également évaluer l'hypoxie d'altitude en fonction de leur fonction ventilatoire, en particulier si le vol s'annonce long, quand les patients partent en avion, s'ils ont un VMS à moins de 50% ou une saturation en air ambiant inférieure à 95%, et peut se discuter la réalisation de tests d'hypoxie qui recréeront les conditions d'un voyage en cabine et qui permettront d'évaluer les besoins d'oxygène pendant le trajet et également de répondre aux nombreuses obligations que peut avoir la compagnie aérienne qui assure le transport s'il y a besoin de voyager avec un apport en oxygène. Il faut que le patient sache s'autodrainer, il faut qu'il ait une trousse d'urgence à définir avec lui, qu'il ait des traitements en quantité suffisante s'il a par exemple un retard au retour et qu'il ait son ordonnance avec lui, penser à la filière du froid s'il a des traitements qui le justifient, réfléchir, anticiper les assurances, rapatriement sanitaire, carte européenne d'assurance maladie, bref, faire un point social avant de partir, et sur place, éviter les conduites à risque, plongée, parachute, exposition solaire inconsidérée avec un risque de déshydratation. Donc en parler, c'est anticiper, et donc tout ceci peut être anticipé avec l'aide du CRCM et des équipes soignantes. Un autre point qui peut dégrader le patient à l'âge adulte, c'est l'activité professionnelle quand elle est inadaptée à la sévérité de l'état respiratoire. Alors, les besoins financiers des patients ne sont pas toujours satisfaits par l'allocation adulte handicapé. La plupart d'entre eux ont des projets professionnels et souhaitent avoir une activité professionnelle comme tout un chacun. Un certain nombre n'ont pas de qualification. Très souvent, on va perdre cet AAH dès le début de l'emploi, ce qui peut amener certains patients à majorer leur activité professionnelle au détriment de leur état de santé. Et là, il va falloir trouver un compromis entre les besoins financiers, l'activité professionnelle et le maintien de l'état de santé. Chez un grand nombre de patients adultes avec une fonction respiratoire altérée, une activité professionnelle à temps plein, avec une charge en soins de l'ordre d'une heure et demie, voire plus, une vie de famille, des enfants, une vie de couple, reste compliqué à mettre en place. Et il est compliqué souvent de maintenir l'état de santé à un niveau d'équilibre. Et il faut souvent une hygiène de vie drastique pour maintenir cette fonction respiratoire. Car le quotidien va souvent limiter le temps dégagé pour les soins. Et donc, on peut voir apparaître des patients épuisés avec une dénutrition qui apparaît et une aggravation de la fonction respiratoire. Et par l'interrogatoire, on pourra mettre le doigt sur des heures trop longues ou pas de place, je dirais, pour faire les soins au quotidien. Et tout ceci peut aboutir à un abandon de projet professionnel ou un abandon de projet de métier avec un impact psychologique qu'on imagine bien. Alors parfois, l'environnement professionnel n'est pas adapté, bien que le handicap ait été déclaré, et les plans de carrière du patient vont être affectés par le poids des soins. Et plus l'âge avance, jusqu'à présent, plus le poids des soins augmente. Et donc tout doit être revu à la baisse. Ce qui va être une source donc de non-acceptation, de mauvaise acceptation sur le plan personnel, sur le plan social, sur le plan financier, et pouvoir conduire à un syndrome dépressif chez certains patients. Et donc le rôle du CRCM sera de dépister tout cela et d'essayer d'accompagner le patient à la fois dans les soins, mais également de façon sociale, pour essayer d'organiser au mieux son activité professionnelle avec lui et ses soins, bien évidemment. Alors un mot sur les addictions. On connaît mal les addictions au cours de la mucoviscidose. Les données de la littérature sont peu abondantes. On estime que 11 à 20% des patients sont fumeurs ou consommateurs réguliers de cannabis, qui pourrait être source d'exacerbations fréquentes, de pneumothorax récidivant, de complications de type bombe lung, comme en population générale. La consommation d'alcool, un peu plus d'un patient sur deux. On pense que les conduites à risque sont un petit peu moins importantes que dans la population générale, car ce sont des patients qui sont informés
de la toxicité hépatique, de l'alcool, des risques de diabète liés à l'alcool par exemple, et des risques respiratoires liés à la consommation de tabac ou de cannabis. Mais en fait, on a peu de données dans une littérature qui est ancienne et il est possible qu'il y ait une sous-estimation de cette consommation. Un nouveau point chez l'adulte, c'est la prévention du surpoids et de l'obésité. Vous savez que globalement, il y a une augmentation de l'obésité et du surpoids dans les pays anglo-saxons, avec un tiers des adultes qui sont ou en surpoids ou qui sont obèses. Il y a une grande variation selon les pays, notamment en Europe, selon les habitudes alimentaires. Et en fait, quand on regarde le pourcentage de surcharge pondérale et d'obésité en population générale et chez les patients atteints de mucoviscidose, eh bien, on voit que ça augmente. Ça augmente peut-être un petit peu moins fort qu'en population générale, mais en tout cas, on voit des patients atteints de mucoviscidose, jeunes et adultes, qui désormais sont en surcharge pondérale et également un petit nombre qui sont obèses. Donc c'est d'autant plus vrai aux États-Unis, mais il y a une petite tendance qui commence à se faire également en Europe, comme l'augmentation du surpoids en population générale. Alors cette prise excessive de poids que l'on voit chez certains patients, on peut en définir quelques causes. Tout d'abord, ça peut être l'adhésion à un régime riche en graisse qui est préconisé depuis l'enfance chez des patients qui étaient plutôt historiquement dénutris. Et au cours du temps, l'alimentation peut être déséquilibrée, c'est l'intérêt du suivi diététique régulier. Ça peut être également chez certains patients plus sévères une diminution de la tolérance à l'exercice qui va les sédentariser, ou bien une faible activité physique chez les patients très actifs professionnellement ou bien tout simplement n'aimant pas faire du sport. Cela peut être également les progrès thérapeutiques avec l'arrivée sur le marché des modulateurs du CFTR. Et il est vrai qu'on a vu des prises de poids chez des patients traités depuis quelques mois par ces nouvelles molécules, par une inversion du métabolisme, probablement. En tout cas, les apports deviennent supérieurs aux dépenses. Et puis, on sait que c'est également la tendance en population générale, avec des facteurs culturels qu'on pourrait aussi appeler, entre guillemets, la malbouffe. Alors, quels impacts peut-on attendre avec l'âge? Franchement, possiblement comme en population générale, on ne sait pas. Y aura-t-il un impact respiratoire avec des obésités, hypoventilation, plus de syndrome d'apnée du sommeil, majoration des risques cardiovasculaires par des syndromes métaboliques, dyslipidémie, insulinorésistance? Tout ceci est à suivre de près chez ces patients dont l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Et donc la prévention passe par un suivi diététique renforcé, même chez les patients sous-modulateurs, et ce d'autant plus, car si l'on voit la courbe de poids qui augmente, si l'on voit arriver une certaine adiposité, il faudra certainement corriger les habitudes alimentaires. Autre situation de la vie d'adulte, c'est la parentalité. Quoi de plus naturel en arrivant à la vie d'adulte que de vouloir être parent? Alors, chez les patientes atteintes de mucoviscidose, sauf hypertension artérielle pulmonaire qui est quand même très rare dans cette population, il n'y a pas de contre-indication formelle à la grossesse, mais il y a des contre-indications relatives qui doivent être discutées et travaillées. Tout d'abord, le VMS inférieur à 50% et surtout l'instabilité de ce VMS justifie une optimisation de l'état respiratoire quand c'est possible. Un diabète mal équilibré doit être régulé pour la patiente, mais également pour l'enfant. Une dénutrition sévère doit être corrigée, optimisation de l'IMC pour permettre à la grossesse de se dérouler de façon la plus sereine possible, sans dénutrition pour la mère. Et puis, classiquement, la colonisation à certains pyogènes, comme le Burkholderia cepacia, s'associe à un pronostic plus altéré chez la patiente et justifie d'être discuté au cas par cas dans la mise en place ou le lancement, si on peut dire, d'une grossesse. Chez les patientes qui ont un VMS à moins de 60% et ou un index de masse corporelle inférieur à 21 avec une insuffisance pancréatique, la littérature rapporte des complications plus fréquentes pendant et après la grossesse sous forme d'exacerbation,
mais également une prématurité plus fréquente et un petit poids de naissance des bébés, même à terme. Mais ça ne constitue pas une contre-indication formelle à la grossesse. Une femme atteinte de mucoviscidose, enceinte, c'est une grossesse à risque qui doit être prise en charge dans une maternité de niveau 3. Donc il faut informer le couple, et c'est au CRCM de le faire, sur le pronostic maternel qui est celui de la maladie sous-jacente, mais également désormais sur l'impact de l'arrivée des nouveaux traitements modulateurs du CFTR qui peuvent améliorer la situation. Le conseil génétique préalable à toute grossesse est indispensable pour définir le risque d'enfant atteint ou non quand un couple désire avoir un enfant. Et ce conseil génétique permettra un choix éclairé du couple vis-à-vis du risque d'avoir un enfant atteint de mucoviscidose. Et pour que ce soit le moins traumatisant possible, eh bien, ça repose sur une information précoce dès l'adolescence et à l'occasion de chaque consultation de l'intérêt d'un conseil génétique et de préparer une grossesse. On sait désormais qu'il y a probablement une majoration de la fertilité féminine sous modulateur et donc ça permet également de préconiser une contraception orale chez la patiente de façon à ce que la grossesse arrive à un moment souhaité. Le suivi pendant la grossesse sera pluridisciplinaire, obstétrical, diabétique, nutritionnel, CRCM et donc le plus souvent pneumologique. Il faut informer également les patients qu'en postpartum, il peut y avoir un risque de dégradation une fois que le bébé est né, que ce soit la mère ou le père, tout simplement parce que très souvent, l'enfant prend tout le temps et là encore, ça peut contribuer à un défaut de soins parce qu'on se consacre à son enfant. Donc autant dire qu'une grossesse, ça se prépare ensemble avec le CRCM en étant bien préparé des tenants et des aboutissants. Et vous voyez sur ce graphe du registre français de la mucoviscidose une augmentation nette des grossesses depuis une bonne dizaine d'années avec un niveau qui se maintient et qui très probablement va augmenter dans les années qui viennent avec l'arrivée des nouveaux modulateurs. Alors une grossesse, ça se prépare et ça peut se préparer avec une consultation préconceptionnelle. Il faut optimiser la fonction respiratoire, idéalement supérieure à 60%, un IMC supérieur à 22. On ne prend pas de risque. On optimise le contrôle glycémique, l'hémoglobine glyquée à moins de 6,5 et pour certains diabétologues même un petit peu plus bas. J'ai déjà parlé du conseil génétique, savoir dépister l'anxiété, une dépression potentielle sous-jacente, aider le patient ou la patiente à préparer cette naissance, un bilan vitaminique complet, pré-grossesse et les corrections à apporter avant, bilan martial, acide folique, les vitamines, liposolubles. Les obstétriciens feront toutes les sérologies, toxoplasmose ou autres préventives de la grossesse. On discutera ensemble des toxicités médicamenteuses potentielles. Très souvent, les patientes sont inquiètes de la tératogénicité possible de leur traitement. On peut leur indiquer le site du CRAT, par exemple, qui pourra leur permettre de consulter elles-mêmes si un traitement pris est tératogène ou non. Et on discutera du maintien ou non des modulateurs du CFTR, en sachant que sur les grossesses décrites, que ce soit sous mono, bi ou trithérapie, il n'y a pas eu de tératogénicité humaine jusqu'à présent décrite. Il y a eu des cataractes décrites chez le jeune rat sous ivacaftor qui font préconiser un suivi ophtalmologique précoce et régulier du nouveau-né. Et on discutera très tôt d'un projet ou non d'allaitement au cas par cas, selon la sévérité de l'atteinte respiratoire nutritionnelle, car allaiter un bébé, c'est extrêmement fatigant, ça peut dénutrir et ça peut déshydrater également. Et on discutera également, si la mère décide d'allaiter, du maintien du traitement par les modulateurs, en sachant que le passage dans le lait maternel est extrêmement faible. Passons maintenant aux complications de la maturité. 40, 50 ans, que voit-on apparaître? Eh bien, en dehors des complications respiratoires, ce n'est pas fini. Vous voyez sur ce graphe, tout d'abord l'ostéoporose en vert, l'ostéopénie, avec une augmentation très progressive. Et vous voyez qu'en pourcentage de patients, plus d'un tiers à 40 ans sont atteints d'une ostéoporose, d'une ostéopénie. D'où l'intérêt d'une prévention précoce
par l'activité sportive, la correction des carences en calcium et en vitamine D. On voit également l'hypoacousie. L'hypoacousie qui va toucher entre 15 et 20% des patients de plus de 40 ans. Et on verra les causes ensuite. On voit également apparaître la dépression, évaluée et suivie. Alors ces données, c'est avant l'heure des modulateurs. Il est possible que ça change. On voit également les arthropathies. On voit également, là, de façon plus récente, à partir de 30 ans, voire 40 ans, chez autour de 5% des patients, des cancers, et on verra lesquels ensemble. Et puis, des complications également, comme l'incontinence urinaire, probablement sous-estimée par nos cohortes, et l'insuffisance rénale terminale, essentiellement chez le transplanté. Autre complication de la maturité, je l'ai cité tout à l'heure, c'est l'ostéoporose précoce, multifactorielle, source de morbidité. Tout repose sur la prévention, la dépister, faire de l'activité physique, adhérer au traitement calcium, vitamine D, vitamine K, et on sait que ces deux derniers ne sont pas toujours faciles à prendre, ne sont pas toujours appréciés par les patients et sont souvent négligés. Alors, avoir une ostéoporose, c'est quoi? C'est se casser plus facilement, se fracturer une côte, se casser un poignet, et donc avoir une morbidité plus lourde. Et quand on se casse une côte, eh bien, on peut faire une exacerbation respiratoire également. Donc c'est privilégier aussi la qualité de vie à l'âge adulte et éviter ce type de complications. Hypoacousie, surdité, insuffisance rénale, ça veut dire limiter le recours aux aminosides intraveineux via la prévention des exacerbations par des nébulisations d'antibiotiques. Plus l'adhérence est bonne, en général, moins on aura de recours au traitement intraveineux. C'est également quand le patient a besoin d'une cure parentérale, faire un monitoring étroit des aminosides, les pics responsables de l'efficacité, les taux résiduels responsables de la toxicité en cas de prescription intraveineuse et surveiller régulièrement la créatinine. Et puis, c'est également réaliser un audiogramme annuel et plutôt un audiogramme en haute fréquence pour dépister une complication précoce auditive liée aux aminosides qui fera limiter l'utilisation de cette antibiothérapie inhalée, si possible, en privilégiant d'autres molécules. Depuis quelque temps, on voit avec l'augmentation de la médiane de survie des patients et surtout l'augmentation de l'espérance de vie, une augmentation de l'incidence des cancers colorectaux. Cette incidence, elle est augmentée par rapport à la population générale et il est possible que l'oncogénèse soit favorisée par la dysfonction du CFTR et par l'inflammation colique persistante. Alors c'est surtout un cancer colorectal qui est en cause et selon les études, on retrouve une incidence multipliée par 5 ou 10 hors transplantation et jusqu'à fois 25 ou 30 chez le patient transplanté d'organes atteint de mucoviscidose. Le dépistage systématique doit donc être précoce. On ne connaît pas jusqu'à présent la valeur du dépistage par la recherche de sang dans les selles, comme c'est proposé en France chez tout patient porteur de plus de 50 ans. Et donc, on préférera réaliser une coloscopie dès 40 ans, puis tous les 5 ans ou tous les 3 ans en cas d'anomalie, et dès l'âge de 30 ans chez le transplanté d'organes, ou dans les 2 ans après la transplantation, car ce risque est donc majoré par l'immunosuppression. Il faudra consulter très vite au moindre symptôme et c'est également au médecin référent d'interroger le patient sur des éventuels symptômes digestifs, douleur abdominale, diarrhée ou constipation persistante ou inhabituelle ou carence martiale persistante. Et il faut se souvenir que pour être optimale, la préparation colique à la coloscopie doit être renforcée au-delà des 3 jours habituels, souvent 7 jours, voire un peu plus pour que le côlon soit parfaitement nettoyé et accessible à une inspection complète par le gastro-entérologue. Quand on est porteur d'une mucoviscidose, et jusqu'à présent avant l'heure des modulateurs, un jour ou l'autre peut se poser la question de la transplantation pulmonaire qui fait partie du soin. La question, c'est quand adresser le patient, ni trop tôt, ni trop tard. Alors on peut définir des critères de démarche pré-greffe, c'est-à-dire on commence
à y penser, on commence à s'y préparer chez l'adulte de plus de 18 ans avec un VMS inférieur à 40%. Ou bien si le VMS est inférieur à 50% mais qu'il décline rapidement, plus de 20% en 12 mois. Ou bien moins de 40% avec des critères de mortalité précoce qui vont être un test de marche de moins de 400 mètres ou une hypoxie de repos ou d'exercice avec une saturation inférieure à 88% ou une hypoxie avec une PO2 inférieure à 55 mm de mercure, ou bien une hypercapnie supérieure à 50 mm de mercure sur une gazométrie artérielle, voire une hypertension artérielle pulmonaire qui sont difficiles à mettre en évidence et qui est rare, c'est-à-dire des pressions artérielles pulmonaires systoliques supérieures à 50 mm de mercure sur l'échocardiographie ou une dysfonction VD. Ou bien carrément chez un patient avec un VMS inférieur à 30%. Là, il faut se préparer à la transplantation. Mais il y a également d'autres facteurs qui doivent nous alerter. Un IMC inférieur à 18 et un VMS inférieur à 40%. Un VMS inférieur à 40% et plus de 2 exacerbations annuelles justifiant une cure parentérale ou une exacerbation justifiant une ventilation non invasive. Des pneumothorax récidivants, homo ou contralatéraux. Des hémoptysies non contrôlées par les embolisations, une hémoptysie massive, et une altération de la qualité de vie du patient, de son état général, malgré des soins adaptés et bien suivis. L'accès pour des patients de plus en plus nombreux au traitement modulateur du CFTR. Les CAFTOR, dénomination de l'OMS, sont arrivés dans la prise en charge. Ce sont donc des thérapies personnalisées qui sont adaptées aux mutations. Je ne vais pas revenir ici sur leur mécanisme d'action. En tout cas, il faut connaître ces mutations pour pouvoir y avoir accès. Et le fait est que parfois chez l'adulte, on ne les connaissait pas. Donc, première démarche, connaître ces mutations. Il y a 4 molécules actuellement disponibles. Ce qu'on va appeler un potentiateur, c'est l'ivacaftor, qui est disponible depuis 2013 et qui cible un certain nombre de mutations conduisant à un défaut de régulation. En fait, en France, peu de patients sont accessibles à ce traitement. C'est moins de 3% des patients du registre. Et on a vu apparaître également des associations de correcteurs et de potentiateurs. Donc l'umacaftor plus ivacaftor, delta F508 homozygote et environ 17% des patients en 2019 sur le registre étaient traités par cette association. Et depuis un an environ, moins d'un an, tezacaftor plus ivacaftor associé à l'ivacaftor qui cible les mutations delta F508 homozygote et les delta F508 associés à une fonction dite résiduelle. Et dans le même temps, on va appeler la trithérapie, elexacaftor plus tezacaftor plus ivacaftor, et l'ivacaftor le soir pour les patients delta F508 ou porteurs d'une mutation prédictive de l'absence de synthèse de la protéine CFTR ou d'une synthèse d'une protéine non fonctionnelle. Jusqu'à présent, plus de 3000 personnes de plus de 12 ans étaient éligibles en France et très récemment, l'AMM a été étendue à tout patient porteur au moins d'une mutation delta F508. Donc beaucoup plus de patients vont pouvoir y accéder et il est fort probable que des patients de plus en plus jeunes également puissent y accéder dans les années qui viennent. Alors on va surtout se pencher sur les effets de cette trithérapie, elexacaftor, tezacaftor, ivacaftor. La tolérance globalement est bonne, on en reparlera après, et la réponse, si on fait un peu la synthèse des publications, est plutôt homogène et elle va porter sur une réduction des exacerbations traitées par voie orale ou par voie parentérale avec une diminution de la fréquence de ces exacerbations d'au moins 50%. Il y a une amélioration du VMS, au moins de 10% et pour certains patients beaucoup plus, et en moyenne un gain pondéral de plus 4 kg, mais parfois beaucoup plus également. On a déjà abordé l'aspect nutritionnel antérieurement. Il y a une amélioration de la qualité de vie, c'est certain, même chez les patients sévères en vraie vie, pour lesquels on n'aura pas forcément une nette amélioration du VMS.
il y a une amélioration des échanges gazeux avec une réduction des besoins en oxygène et en VNI, ce qui a conduit à la sortie de liste de transplantation de certains patients et à la non-inscription sur liste de transplantation de patients qui étaient pressentis pour aller vers la transplantation. L'impact sur les organes extrathoraciques reste à confirmer. Certaines communications font part de réduction de la fréquence de pancréatite, peut-être une réduction de l'intolérance aux hydrates de carbone, en tout cas pour certains patients, mais pas pour tous, une baisse des besoins en insuline, une restauration de la fertilité féminine, avec plusieurs cas de grossesse spontanée sous traitement décrits après la mise sur le marché de la molécule chez des patientes qui étaient en attente de procréation médicalement assistée, ce qui incite à prévenir les patientes d'une éventuelle grossesse non désirée, et peut-être un impact neuropsychique. Certains patients décrivent quelques troubles de l'humeur ou du caractère inhabituels chez eux. Nos collègues canadiens ont publié des projections très optimistes pour 2030 si le traitement était disponible en 2021, qui vont dans le même sens: réduction des formes sévères, augmentation du nombre de formes légères, réduction de la fréquence des exacerbations pulmonaires, réduction de la mortalité de l'ordre de 15%, avec un gain d'environ 10 ans en médiane de survie. Donc on gagnerait 10 ans en 10 ans. La tolérance à court et à moyen terme, parce qu'on n'a pas de long terme avec ces molécules, en début de traitement, on va surveiller une éventuelle toxicité médicamenteuse et on adaptera les posologies à cette toxicité si elle existe. L'élévation des CPK a été décrite, surtout chez les patients qui ont une activité physique soutenue. En tout début de traitement, il y a quelques signes de congestion ORL qui ont été décrits: rhinopharyngite, otalgie, céphalée, quelques cas de rage cutanée non prurigineux qu'on peut aussi prévenir avec une bonne hydratation cutanée, et des troubles digestifs qui dépendent vraiment des patients: diarrhée, douleur abdominale, flatulence, certains constipation. On peut même parler de cette espèce de purge entre guillemets ou de vidange qui, dans les heures qui suivent la première prise, font que le patient va expectorer de façon assez abondante et véritablement restaurer en fait sa clairance et aller chercher très très loin des sécrétions pour en quelques jours beaucoup moins expectorer. Il y a des effets secondaires qui sont plus tardifs, comme l'acné, comme des épisodes de toxidermie, comme des arthralgies, mais qui sont quand même peu rapportés, en tout cas après 9 mois de traitement, puisque c'est à peu près le recul qu'on a actuellement en France, avec un petit nombre de patients qui ont le traitement depuis plus longtemps, puisqu'ils avaient pu en bénéficier à titre compassionnel. Et pour chaque patient, c'est apprendre à connaître le nouveau visage de sa maladie et adapter sa prise en charge à son évolution clinique, connaître les effets secondaires potentiels du traitement, connaître les éventuelles interactions médicamenteuses, en informer son entourage, mais aussi les autres professionnels de santé. Les médecins traitants suivent peu de patients atteints de mucoviscidose et ne connaissent pas bien ces nouvelles molécules. Et donc, l'information peut être apportée par le patient et cette information va provenir du CRCM. Il lui faut donc la transmettre. Maintenir les soins, malgré l'amélioration spectaculaire initiale fréquente, mais quels soins ? Faut-il continuer le drainage si on est non sécrétant? Faut-il continuer les fluidifiants comme la RHDNase? Faut-il continuer les antibioprophylaxies secondaires inhalées ou par voie orale? Les effets à long terme ne sont pas encore connus. Probablement ne pas baisser trop vite la garde et ne pas prêter le flanc à des complications mais qu'on ignore totalement. C'est donc probablement un traitement à vie et donc maintenir l'adhérence thérapeutique. Et on sait très bien que pour tous les traitements chroniques, cette adhérence n'est pas optimale, qu'on soit atteint de mucoviscidose ou d'une autre pathologie chronique. Quel rythme suivre en CRCM? Spontanément, on voit bien que les patients ont tendance à moins vouloir venir aussi fréquemment. Et s'attendre également à une modification des aides sociales, puisque ces patients vont mieux et pourront probablement postuler pour une vie professionnelle plus complète. L'impact socio-émotionnel, il est majeur pour le patient. S'il est éligible à ces thérapies, il a une nouvelle forme de maladie qu'il faut qu'il apprenne à connaître.
Les rapports familiaux, l'entourage professionnel vont se modifier. Il va clairement mieux, il se dit moins fatigable et il a envie de faire beaucoup plus. Il va également lui falloir apprendre à gérer si le bénéfice obtenu n'est pas aussi important que prévu, notamment chez les patients les plus sévères. Mais il va également pouvoir se projeter plus facilement dans l'avenir. Et néanmoins, il est quand même porteur d'une pathologie chronique. On ne connaît pas les effets à long terme. Il faut continuer à être vigilant et continuer les soins. Et si le patient n'est pas éligible, et là on le vit régulièrement dans les CRCM, eh bien, il faut gérer la colère, la déception, la frustration, la peur de l'avenir sans modulateur. Et là encore, continuer les soins, ne pas baisser les bras. Et pour nos soignants, continuer à avoir l'expertise de cette mucoviscidose pour ces patients non éligibles. En synthèse, chez ces patients arrivés à l'âge adulte, on le voit, il y a différents événements qui peuvent modifier la prise en charge ou être des facteurs de risque. Ces risques sont variables, mais ils sont présents tout au long de la vie et plus le patient vieillit, plus on voit arriver des complications qui vont se rapprocher des complications d'un individu lambda. Et il est clair que l'arrivée des modulateurs va certainement changer la donne dans les années qui viennent. Je crois qu'il faut toujours insister sur la prise en charge globale. C'est une équipe de CRCM pluridisciplinaire qui va travailler la prévention des complications, informer le patient et les aidants vis-à-vis des risques inhérents à la vie d'adulte. Et ce CRCM a un rôle crucial dans l'éducation thérapeutique du patient, des aidants, qu'il ait recours aux modulateurs ou qu'il ne les ait pas. Ces modulateurs changent totalement le visage de la maladie, mais il ne nous faut pas oublier que des profils sévères existent, que les bénéfices à long terme ne sont pas connus, ce qui justifie de maintenir notre vigilance, le respect des recommandations actuelles de prise en charge, même si on imagine qu'elles vont évoluer au cours de temps, et notre compétence. Et on ne peut qu'insister sur l'importance des données de suivi en vraie vie de ces patients pour voir comment ils évoluent au cours du temps et apprendre à gérer les nouvelles situations que peuvent générer ces modulateurs. Voilà, j'espère que ce petit panorama vous aura apporté des informations et je vous dis à bientôt.